On a déjà abordé plein de sujets concernant la mobilité douce, différents engins que l'on connaît, que vous connaissiez peut-être moins. Vous avez peut-être appris des trucs grâce à nous, tant mieux. Et on va essayer encore de vous apprendre 2-3 choses sur ce sujet. C'est l'objet de cette série, de hors-série, consacrée donc aux véhicules électriques hors automobile, bien entendu. On parcourt tout ça avec Sébastien, et qui nous pose régulièrement ces petites questions pertinentes, bien entendu. Et notre consultant en e-mobilité, c'est Bruno de electricity.lu. C'est son site, c'est également sa boutique, ses boutiques, puisque tu commercialises toi-même ces engins au Luxembourg, ce qui te permet d'avoir un contact avec les fournisseurs, avec les clients, de voir un petit peu ce qui existe, ce qui évolue, comment ça évolue, comment ce marché évolue et comment cette technologie évolue également. On en était resté aux monoroues, aux deux roues sous différentes formes. Les deux roues alignées, ça s'appelle un vélo. On avait déjà évoqué avec Benoît les deux roues à assistance électrique, ce qu'on appelle les e-bikes ou pédélec. Ça, c'est des termes qu'on a appris grâce à toi, Bruno. On peut encore en dire peut-être quelques mots par rapport à la législation, peut-être, les vitesses maximum, etc. Enfin, le principe de base aussi, pourquoi pas. Oui, effectivement. Donc, on a communément deux catégories de e-bike, de vélos électriques. On a des vélos électriques à assistance, qu'on appelle pédélec généralement. Donc, il y a une directive européenne qui définit exactement ce qu'est un pédélec. En fait, un pédélec est un vélo à assistance électrique où on va pédaler pour que le moteur s'active, et le moteur va nous aider jusqu'à une vitesse de 25 km/h. Ça ne veut pas dire que le vélo ne va pas pouvoir aller plus vite, mais le moteur va assister, va donner assez d'énergie jusqu'à 25 km/h. On peut pédaler plus soi-même pour rouler plus vite. Ce qu'on avait estimé avec Benoît, c'est que c'était vraiment pratique, en fait, justement en ville, où on s'arrête souvent à cause des stops, parce qu'il faut respecter encore certaines législations, les feux rouges, les machins, etc., et que ça donnait l'impulsion nécessaire pour redémarrer, et que donc, du coup, c'était moins fatigant, et cette assistance était la bienvenue à ce moment-là. Mais c'est vrai que pour rouler à une vitesse supérieure à 25 km/h, là, on en a moins besoin, en fait, une fois qu'on est lancé. Oui, effectivement. Donc là, se pose le problème de la distance à parcourir. Donc si on a une vitesse de 25 km/h maximale, on va dire à peu près, la vitesse moyenne étant beaucoup plus lente en règle générale, on va se situer plutôt entre 15 et 20 km/h sur un vélo, même sur un vélo électrique, un e-bike, un pédélec. Vient le problème de ceux qui ont plus de distance à faire. Donc là, on a, et parce que la technologie le permet, mis des moteurs plus puissants sur certains vélos électriques, et aussi on a éliminé l'obligation de devoir pédaler. C'est ça. Donc là, on est vraiment... C'est l'équivalent du vélo Solex. C'est un peu comme le vélo Solex, c'est un peu l'équivalent finalement d'un scooter, où on a quand même des pédales, on peut pédaler si on veut, mais on n'est pas obligé. Et d'ailleurs, les vitesses vont jusqu'à, sans problème, 45 km/h sur ces nouvelles e-bikes, qui sont quand même d'un autre prix qu'un pédélec normal. Je fais une toute petite parenthèse parce que j'ai cité Vélo Solex. En fait, la marque existe toujours, je pense. Elle a été récupérée et ils fabriquent des vélos à assistance électrique, me semble-t-il. À vérifier, bien entendu. Moi, je pensais au vieux Vélo Solex avec le petit moteur posé quasiment sur la roue à l'avant, que vous avez peut-être pu voir sur certains vieux films en noir et blanc ou dans des musées, parce que finalement, il n'y a plus que là qu'on en trouve. Je voyais Sébastien agiter le doigt. Oui, j'ai une question, vu que tu dis qu'effectivement ces vélos vont plus vite et surtout roulent plus longtemps. Est-ce que tu fournis le Tour de France ? C'est la question qu'on peut se poser, effectivement. Non, parce pas nous. Ils ont des technologies top secrètes et super miniaturisées qu'on ne décèle pas comme ça. Oui, parce que là aussi, il y a la question du dopage technologique. On avait évoqué ça également. Et ce qui me prouve que, et c'est peut-être là aussi des pistes à explorer, qu'on peut miniaturiser ces moteurs à l'extrême, jusqu'à les mettre quasiment dans les tuyaux, enfin les tubes du cadre du vélo. D'ailleurs, Benoît a partagé sur son compte Twitter il n'y a pas tellement longtemps un nouveau vélo qui sortait et qui était... on le regardait, c'était un vélo tout à fait classique. Le but n'étant pas de tricher dans des courses, mais d'avoir un vélo qu'on puisse laisser un peu dehors avec un cadenas et qui ne suscite pas la convoitise de ceux qui voudraient se choper un vélo bien cher, puisque évidemment tout ça a un prix. Rappelons-le. Bruno.
Oui, donc on parle de technologie connectée. Sur ce type de vélo haute vitesse, on va dire, il y a une marque référence, c'est une marque suisse qui s'appelle Stromer. Ils font des vélos qui sont premièrement très performants. Ils sont très chers aussi, bien entendu, mais ils sont connectés via une app. On peut paramétriser certains paramètres du vélo, mais surtout, ils sont connectés en permanence via GPS, via une carte SIM, carte SIM qui permet de localiser le vélo. Donc, on a un système qui permet d'empêcher le vol du vélo, où dès que quelqu'un bouge le vélo, on reçoit une alerte sur son smartphone. Le système d'alarme ultime. Il a été bougé et on va pouvoir le localiser et carrément bloquer le vélo à distance. Pas mal, évidemment. Donc ça c'est évidemment un avantage parce que ça. À 15 000 € le vélo. Oui, c'est ça. Ils sont entre 4 500 et 8 000 €. Ah oui, donc c'est encore raisonnable parce que un vélo classique aussi peut atteindre ces prix-là. Oui, bien sûr. Ah oui, donc il y a des vélos très performants qui valent ça, effectivement. Ce qui nous amène tout naturellement, après le vélo électrique, au scooter, ce qu'on appelle le scooter, donc équivalent 50 cm3. Là, on est vraiment sur un outil. Hein. C'est moins pour le loisir, ça peut être aussi le loisir, mais là, c'est vraiment pour se déplacer. On peut même transporter quelqu'un avec soi sur un scooter, à la rigueur. Oui, sur un vélo aussi, mais sur un scooter un peu plus facilement, effectivement. La grande différence entre un vélo électrique haute vitesse, donc qui roule à 45 km/h, et un scooter électrique qui roule aussi à 45 km/h, c'est le fait qu'il n'y a pas de pédale. Oui. Donc c'est la seule différence finalement qu'on va avoir entre ces deux engins-là. Généralement, un scooter, il est plus volumineux parce qu'on va vouloir avoir un peu plus de masse en cas d'accident sur la route, parce que là, c'est vraiment des engins qui, côté législation, sont clairement définis comme des scooters. Donc, un port de casque moto obligatoire, une assurance qui va avec aussi. Donc là, il commence à y avoir de vraies alternatives aussi. L'avantage ici, par rapport à une moto ou une voiture, c'est que le permis exigé est moins important pour conduire un scooter. C'est aussi beaucoup moins encombrant. Un scooter, on peut le garer un peu n'importe où. Même si commence à y en avoir un peu trop, après ça posera quand même problème. Ça prend quand même toujours moins de volume qu'une voiture, ça c'est clair. Ça prend un peu plus qu'un vélo. Et ça a l'avantage de pouvoir se déplacer rapidement sans devoir fournir d'efforts. L'autre avantage du scooter électrique par rapport à un scooter normal, par contre, c'est le fait que le scooter il ne fasse pas de bruit, pas de pollution, et il est opérationnel directement, c'est-à-dire il n'y a pas un moteur qui doit chauffer, on n'a pas démarré, on appuie, on tourne sur la gâchette d'accélérateur et ça part comme une fusée. Tiens, justement, puisque tu en parles, l'entretien de ces machines-là, est-ce qu'on doit régulièrement retourner au magasin pour, je ne sais pas, faire l'huiler des pièces, est-ce qu'il y a une usure à estimer, les freins peut-être, un entretien périodique à... Il y a toujours une usure de tous les éléments mécaniques, il ne faut pas oublier qu'il y a des roues, il y a des freins, effectivement, il y a des freins, pas sur les gyropodes, là il n'y a pas de frein, c'est tout à fait électronique. Oui. Sur le reste des engins, généralement, il y a toujours un frein physique, donc il y a un contact. Oui. Effectivement, il y a des plaquettes à remplacer. Généralement, il y a quand même des freins moteurs qui vont souvent aussi récupérer l'énergie et permettre de recharger les batteries. Mais comme ça freine en partie, ça va user beaucoup moins les plaquettes. Oui. Donc il y a déjà beaucoup moins d'usure sur les freins. On le constate sur des voitures électriques aussi, qu'on va moins changer les plaquettes de frein. Après, il n'y a pas de boîte de vitesse, il n'y a pas d'huile non plus à faire, il n'y a pas de vidange à faire. Il y a le système de frein, effectivement, qui peut être hydraulique aussi, comme sur les motos électriques. Mais généralement, il y a beaucoup moins de maintenance à faire. Sur un scooter, donc celui dont on parle pour l'instant, pour se faire un ordre d'idée, une révision complète, ça peut chiffrer à combien ? En dessous de 100 € pour faire une révision. Donc c'est vraiment, vu qu'il n'y a pas d'huile à remplacer, beaucoup moins de temps. C'est en fait un contrôle et généralement il y a un diagnostic qui est fait. Si le système le permet, si l'engin le permet, on branche l'engin à un ordinateur, comme on branche aussi de nos jours une voiture à un ordinateur. On a un diagnostic qui est fait, qui nous dit telle et telle erreur se sont produites éventuellement lors des derniers 6 mois ou années. On va pouvoir facilement repérer ce genre d'engin, ce genre de problème.
Il y a souvent aussi des mises à jour à faire sur ces genres d'engins, comme oui, on a parce des qu'il y a du mises à software jour dedans, sur les softwares, effectivement, qui vont corriger les unes ou autres petits problèmes de jeunesse. Et souvent, comme ces engins sont connectés, on peut le faire soi-même en tant qu'utilisateur. D'accord. Et faire des mises à jour, voire même avoir des diagnostics d'erreurs sur ces engins-là. Et j'imagine aussi avoir un diagnostic sur la batterie, voir les cycles de batterie existants. Exactement. Donc tout ça peut être fait. Donc on a beaucoup plus de contrôle soi-même en tant qu'utilisateur. Et donc on a moins besoin de faire appel à un spécialiste. Et en plus, comme c'est des engins qui ont beaucoup moins de composants, je prends l'exemple d'une voiture ou d'une moto électrique, il n'y a pas de boîte de vitesse, il n'y a pas d'embrayage, il y a beaucoup moins de composants qui peuvent tomber en panne. Donc en fait, les réparations seront souvent des échanges de modules à faire, donc assez standard. On peut faire soi-même à la limite. Alors Bruno, quand tu as dit que ces appareils, ces motos, scooters, e-bike pouvaient se brancher sur un ordinateur, j'ai vu une étincelle dans l'œil de Sébastien qui lui branche sa voiture sur son ordinateur ou sur son smartphone. Sébastien, ça te parle évidemment. Avec l'OBD bien sûr, bah mais je pense pas qu'il y ait un port OBD, tu sais, sur un vélo ou sur un scooter. Mais c'est ce qu'on peut en faire qui est intéressant. Ben oui, mais ça, c'est les statistiques, c'est très amusant. Enfin, moi, si on sait en sortir les statistiques, c'est très amusant. Mais le pourquoi je me réveillais, c'était parce qu'on parlait en entretien et on parlait pas trop de la batterie, alors que pour moi, la batterie est probablement le truc qui va vous lâcher le plus rapidement et comment les constructeurs réagissent, les différents constructeurs réagissent vis-à-vis de ça. En général, à mon avis, la batterie, c'est pour ta pomme. J'imagine, Bruno. Oui, effectivement. Donc, généralement, ça dépend. Sur les voitures, on a l'habitude, à part pour Tesla, de louer la batterie. Donc là, on a une certaine sécurité, mais on la paye. On la paye tous les mois. Et si on fait le calcul, à la fin du compte, on l'aura payé même doublement le prix de la batterie. Sur les engins les plus petits, on va acheter la batterie. Là, ça dépend de la taille de la batterie pour en connaître le prix. Ça va d'une centaine d'euros pour la batterie d'une trottinette, passant par 500 à 1000 euros sur un vélo électrique. Donc, si vous achetez un vélo électrique à 1500, 2000 euros, une grande partie de ce prix-là étant la batterie. Après, vous avez des motos qui, par contre, ont des grands volumes de batterie. Et là, on tourne sur des 5 voire 8000 euros de batterie sur une moto électrique. Donc là, se pose la question de la durée de vie d'une telle batterie. Donc généralement, sur les technologies lithium, on est entre 1000 et 1500 cycles de recharge pour une autonomie au-dessus des 80%. Un cycle de recharge étant le fait de décharger complètement une batterie et de la recharger. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de décharger une batterie complètement avant de pouvoir la recharger. C'est simplement un calcul qui est fait. Si on décharge à moitié la batterie et on la recharge, on aura consommé un demi-cycle. C'est ça. Il n'y a pas généralement ou très peu d'effet mémoire sur les batteries lithium. Ça allait être ma question. Voilà. Et la durée de vie est dépendante du nombre de fois qu'on va charger la batterie. Après, il y a des garanties différentes suivant les constructeurs. Ça va de 6 mois pour la plupart des petits engins chinois surtout, parce qu'ils savent que si on prend pas soin de sa batterie, on va pouvoir l'abîmer, donc la garantie n'entrera plus en compte. Mais ça peut aller jusqu'à 5 ans de garantie sur les motos électriques, et c'est vraiment le cœur d'une moto électrique, c'est la batterie. Quand on parle de moto électrique, et c'était le troisième modèle dont on voulait vous parler dans ce hors-série, c'est des équivalents à 125 cm3. Là, on est dans du sérieux, donc il faut être équipé comme sur une moto classique, on va dire, casque, jambière, coude, enfin tout ce qui va avec au niveau sécurité et au niveau législation. J'imagine qu'on rentre, là il n'y a pas de secret, c'est la même législation pour toutes les motos, quoi. Tout à fait. Donc en fait, la catégorie des 125 qu'on connaît dans cette catégorie-là, en fait c'est la puissance qui va déterminer où on se situe. Soit des vraies motos sérieuses au-dessus des 11 kW ou en dessous des 11 kW de puissance nominale sur un véhicule électrique, parce que c'est une grande différence par rapport aux puissances calculées sur les motos à moteur à combustion. C'est que on ne prend pas la puissance maximale comme référence, mais la puissance nominale. Donc on peut en fait homologuer des motos qui ont par exemple 50 kW à 16 kW seulement, donc ce qui va baisser le prix de notre assurance aussi, mais aussi ce qui permet de créer des catégories
équivalente à 125 cm3 en bridant légèrement une moto électrique. C'est ça. Donc là, on aura deux catégories. Ceux qui pourront, avec un permis de voiture récent, conduire les motos électriques 11 kW, ou ceux qui auront besoin d'un permis moto, un vrai permis moto, pour conduire les motos électriques supérieures à 11 kW, homologuées à plus de 11 kW, mais qui ont des caractéristiques techniques tout à fait équivalentes aux motos classiques. Donc des vitesses de pointe dépassant largement les 150 km/h, ayant une accélération fulgurante. Et ça, c'est à nouveau le fait d'avoir des moteurs électriques sans boîte de vitesse. Donc on a des motos électriques qui font facilement, et c'est des motos tout à fait de série qui vont faire du 0 à 100 en 3 secondes 3 sans changement de vitesse. Et sans bruit. J'ai regardé un petit peu les courses de Formule E cette saison, et c'est vrai qu'on voit ces voitures qui ont le look d'une Formule 1, qui ont des accélérations assez bluffantes, mais il n'y a pas de bruit. C'est très reposant parce que, en fait, dans ces courses, je fais une petite parenthèse là, ils ont un DJ qui passe de la musique et qui réagit un petit peu en fonction des faits de course, et qui va un petit peu moduler la musique en fonction des faits de course, et ça donne un air tout à fait différent. Oui, effectivement. Donc l'absence de bruit est un avantage clair pour l'environnement, pour nous, pour nos oreilles. Pour un motard aussi, quelqu'un qui roule toute sa vie en Harley, il est sourd à la fin de sa vie, ça c'est clair. Oui, mais il a une Harley. Donc, oui, mais il a une Harley. Voilà. Il est cool, mais il est sourd. Mais en gros, effectivement, moi j'ai souvent des gens qui viennent essayer nos motos électriques et qui me disent vraiment, je roule en Harley, mais j'ai plus envie d'avoir tout ce bruit dans mes oreilles. Ouais. J'ai plus envie de polluer la planète et de rentrer le soir à 1h du matin et de réveiller tous mes voisins. Ouais. Donc c'est bien joli, mais effectivement se pose toujours la problématique de si on fait pas de bruit, est-ce qu'on est moins vu? En fait, on est moins entendu, on est moins visible de manière sonore, on va dire. Mais en fait, ce n'est pas vraiment un problème. Donc, les gens confondent faire du bruit et être vu. Et en fait, la personne qui est sur une moto, sur un vélo, sur une trottinette est beaucoup plus conscient de son environnement, donc va être beaucoup plus concentré sur ce qui l'entoure, et il y aura moins de risques en fait pour tout le monde. Ok, ben voilà, on a déjà fait un grand tour entre guillemets de tout ça. Je voulais juste pour conclure ce hors-série, et je vais passer la parole à Sébastien dans un instant parce que je vois son index se dresser. C'est les options, parce qu'il y a des options sur les motos, sur toutes les motos du monde, il y a toujours des options, c'est comme les voitures. Et j'étais justement sur ton site, Bruno, et je voyais par exemple une grosse moto à un prix de 17 540, c'est déjà une belle moto, mais il y a des options. Par exemple, le Power Tank. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est un supplément de batterie? C'est une batterie de secours? Comment ça marche? Voilà, exactement. Donc en fait, on a un volume réduit entre nos jambes pour mettre le moteur et les batteries sur une moto. On va pas construire une moto qui fait 2 mètres de large. Ça devient une voiture. Oui. Donc on a cet espace limité. Mais par contre, on n'a pas de réservoir. Donc dans l'espace du réservoir, généralement, sur ces motos-là, on va retrouver une petite sacoche de rangement. Mais pour ceux qui ont besoin d'un peu plus d'autonomie, il y a l'option de rajouter un module de batterie supplémentaire, par exemple, ou alors de rajouter un chargeur rapide à cet endroit-là. D'accord, ça c'est le... Oui, ça, donc c'est des petites options qu'on trouve en plus de toutes les options qu'on a sur des motos, comme des boîtes de transport latérales ou top case. On a des options de batterie supplémentaire. Bien sûr, ça se paye une batterie en plus. Ça se paye en argent, mais ça se paye aussi en poids. Donc, on rajoute du poids à l'engin. Donc, voilà, ceux qui ont besoin de plus d'autonomie, et là, on parle d'autonomie qui vont jusqu'à 300 km sur une moto électrique de nos jours, et on gagne en autonomie tous les ans entre 5 et 10%. Donc, on est déjà là au-dessus des autonomies de motos à combustion normale. Donc, il ne faut pas oublier ça. Ok. Pour terminer, comme d'habitude, je vais repasser la parole à Sébastien qui avait levé son doigt il y a déjà un moment. J'ai une question extrêmement importante. Donc effectivement, ces motos à 150 km/h, comme tu disais, est-ce qu'on peut rouler sur le trottoir avec? Non, 150 km/h. Tu peux rouler sur le trottoir, oui, mais t'as pas le droit. Tu peux, mais t'as pas le droit. Oui, mais en fait, comme on fait pas de bruit, personne ne le remarque. Oui, c'est ça. Si tu le fais la nuit, par exemple. À des endroits où on est beaucoup moins vu. Ouais. C'est vrai qu'on pourrait, enfin, c'est pas permis, je ne le conseille à personne, mais rouler dans un piétonnier la nuit,
avec ce genre d'engin, personne ne le saurait quelque part. Si on ne renverse personne. Je ne conseille à personne, on n'a rien dit, c'est pas fait pour ça non plus. Il ne faut pas non plus inciter tout le monde à faire n'importe quoi avec ces engins qui ont besoin qu'on leur fasse une place sur la route. Vraiment, de plus en plus, c'est pas le moment de les diaboliser non plus. Merci en tout cas beaucoup Bruno pour tous ces conseils. On va se retrouver très très prochainement pour encore parler de ces engins et peut-être des choses un petit peu plus atypiques dans le monde du véhicule électrique. Merci également à Sébastien. On se retrouve très bientôt. Au revoir.